Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir recevoir Laure au micro de Oli et Thanato. Et Laure, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, salut Charlène. Donc moi je suis Laure Durand, je suis future psychologue et actuellement je suis psycho-coach, c'est-à-dire que j'allie la psychologie et le coaching dans des accompagnements individuels et collectifs et je suis plus spécialisée sur l'affirmation de soi et la connaissance de soi. Super, c'est un peu aussi ce dont on va parler d'une certaine manière aujourd'hui, puisque justement on va parler de ce côté un peu attente. Quelles sont nos attentes et notamment le deuil de certaines attentes au sens très large. Et peut-être que pour poser un petit peu le contexte, définir un petit peu les choses, est-ce que tu pourrais nous définir un peu qu'est-ce que les attentes, en tout cas dans les grandes lignes, et ce comment toi tu le vois, parce qu'il y a toujours aussi l'approche personnelle de la personne qui en parle. Oui, tout à fait. Là, je vais parler beaucoup de la manière dont moi je vois les choses. Après, c'est lié à des études aussi en psychologie, mais voilà, juste pour prévenir dès le début, c'est toujours subjectif aussi. On apporte toujours notre propre pensée. Alors, les attentes, moi, je vois ça comme une prévision subjective du futur. Donc, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'on a envie qu'elles arrivent ou qu'on espère qu'elles arrivent. Alors parfois, on n'a pas forcément envie qu'elles arrivent, mais on pense que ça va arriver, en fait. Et donc c'est beaucoup lié aussi aux émotions, parce que si c'est quelque chose qu'on a envie que ça arrive, on va être heureux que ça arrive. Et quand ça arrive, forcément, on est encore plus heureux. Et à l'inverse, si on a envie que ça arrive et que ça se passe pas, on peut être frustré, en colère, triste. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie que ça arrive, on va avoir aussi ces émotions-là qui peuvent être présentes. Et quand j'ai dit au début que c'était subjectif, c'est parce que ça va aussi dépendre des personnes. C'est-à-dire que chaque personne peut avoir des attentes différentes en fonction de plein de choses, de la culture, de leurs expériences de vie. Et donc certaines personnes peuvent avoir des attentes qui correspondent pas à d'autres aussi. Donc ça peut aussi être conflictuel selon les situations. Ok. Du coup, est-ce que par exemple, il y a plusieurs choses qui me viennent. Tu me dis si pour toi, est-ce que c'est des choses que tu mettrais dans les attentes, mais par exemple, l'appréhension de quelque chose, la peur de quelque chose qui pourrait arriver, tu l'as mis dans le sens positif et puis généralement, on a cette appréhension positive de dire, ok, par exemple, je vais réussir tel examen, mais il peut aussi y avoir la peur. Est-ce que tu mettrais ça aussi dans le cadre des attentes, par exemple? Oui, je pense. Je pense que c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est très présent, en fait, chez les êtres humains. Et c'est vraiment l'idée de je pense que ça va arriver ou j'allais dire je m'attends à ce que ça arrive, mais du coup, au final, C'est c'est exactement des ça, ouais. attentes, ouais. Et ça peut être assez... il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dedans. Ok, donc tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de nos ambitions, de nos aspirations, peut-être potentiellement certains rêves, certains projets qui soient personnels ou professionnels, tout ce qu'on projette en fait dans le futur pour soi ou pour notre environnement, que ce soit positif ou négatif, c'est tout ce qu'on projette dans le futur qui peut arriver, qu'on mettrait finalement sous le terme des attentes, c'est ça? Oui, en sens, oui, de prédiction. Ok. Alors après, il peut y avoir des degrés de certitude, c'est-à-dire que parfois on peut se dire bon, je m'attends à ça, mais à un degré plutôt faible, alors que parfois on est sûr que ça va arriver. Et puis, si ça arrive pas, c'est d'autant plus difficile à gérer en fait. Super intéressant. Et du coup, est-ce que par rapport à tes études ou même à ta propre pensée, tu pourrais nous dire selon toi pourquoi justement pourquoi on a des attentes et on projette des choses dans le futur? Peut-être que plutôt qu'à l'inverse, rester uniquement ici dans le présent et puis voir ce qui se passe minute après minute et jour après jour. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour essayer de comprendre pourquoi on a quelque chose, c'est de comprendre à quoi ça nous sert et qu'est-ce que ça nous apporte. Et si on se place un petit peu d'un point de vue évolutionniste en tant qu'être humain,
qu'est-ce que ça nous apporte de avoir ces prédictions, ces projections-là sur le futur? Si on pense du coup au temps de l'homme des cavernes, c'était quelque chose qui nous a permis de survivre. Parce que si je m'attends qu'il se passe cette chose-là, je vais mettre dans un état de préparation qui va me permettre du coup de développer des comportements, de mettre en place des actions pour soit éviter que ça arrive. Donc si par exemple je suis dans la savane, admettons, et puis je m'attends à ce qu'il y a un lion qui va surgir sur mon chemin parce que la dernière fois que je suis passée là, il a surgi. Du coup là, je vais me dire bon bah je vais peut-être pas repasser par là parce que je risque de me faire tuer, ou alors je vais mettre en place des choses pour éviter que je meure. Donc par exemple, je pars chasser ce lion. Bon là c'était à l'époque, mais les êtres humains gardent encore beaucoup de choses qui sont liées à l'évolution. Et donc aujourd'hui, on a gardé beaucoup de choses de ça. Bon, alors parfois, c'est pas toujours adapté à notre époque actuelle. C'est pour ça qu'il peut y avoir certaines choses qui peuvent être problématiques pour nous. Mais les attentes, elles ont une utilité. Elles nous ont servi dans le passé et elles nous servent encore aujourd'hui. Pour prendre un exemple un peu trivial entre guillemets, si je veux prendre un train et je m'attends à ce qu'il arrive à cette heure-là, je vais faire en sorte d'arriver à l'heure, donc je vais avoir des comportements, un état de préparation qui va me permettre d'avoir mon train. Voilà, pour un peu illustrer par rapport à l'époque actuelle. Yes. Et du coup, il y a clairement un rôle en fait, enfin en tout cas c'est ce qui se dessine pour moi entre les lignes dans ce que tu dis, dans le jeu dans la construction de soi et dans l'affirmation de soi, parce que justement ces attentes nous permettent aussi de construire notre identité. Si je le prends par exemple sous le sens des projets, personnels ou professionnels, on a des attentes de nous-mêmes, en tant que pour notre propre évolution, notre propre épanouissement, demain ou après-demain ou dans 10 ans. Et donc, du coup, comme tu le donnes en exemple par rapport au train, je vais adapter mes comportements aujourd'hui pour coller à ces attentes plus tard. Et ça permet aussi, de me construire, de me définir, de définir mon identité. Est-ce que pour toi, ça a un lien là-dessus? Oui, c'est un peu comme une boussole, en fait, finalement. Et ça va donner un sens aussi aux choses qu'on va faire. C'est un peu notre vision, l'objectif, si on parle là au niveau professionnel. Et du coup, c'est beaucoup lié aussi à comment on peut se percevoir soi et aussi comment on peut percevoir sa vie, le monde et les autres. Et les attentes, elles sont formées par l'apprentissage aussi. C'est en fonction de ce qu'on aura vécu avant qu'on va avoir telle ou telle attente. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cet état de préparation. C'est on va se préparer à quelque chose parce que dans le passé, ça a eu lieu. Ouais. Donc il peut y avoir aussi l'importance de certains schémas répétitifs ou de certains schémas familiaux. Et du coup, de par ce que tu me dis, j'ai le sentiment que, comme tu dis, ça influence aussi nos comportements finalement à l'heure actuelle, à l'instant présent, et ça peut avoir du coup autant une influence positive que plus négative ou plus désagréable. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça peut être, créer de la souffrance, en fait. Surtout si c'est des attentes qui, ne se réaliseront jamais, en fait. Si on espère, parce que dans ces cas-là, c'est souvent l'espoir qui est derrière, on espère que quelque chose va se passer. Soit c'est par rapport à une personne, qu'elle nous dise quelque chose ou qu'elle fasse quelque chose pour nous, ou soit c'est par rapport à des événements. Et si on espère ça, eh bien, si ça se passe pas, ça peut créer souffrance, pour nous. Ouais, ça peut être en fait un peu des attentes, de l'ordre un peu de l'illégitime ou de l'impossible en fait. Espérer des choses qui sont impossibles, et puis on nourrit un certain, espoir, un idéal, mais qui est pas le bon, et du coup ça joue peut-être aussi sur l'estime, sur l'affirmation de soi dans l'idée de ce que tu nous partages là, c'est ça? Oui, et puis, parfois, ça peut aussi nous mettre dans une attitude un peu passive. Parce que si on s'attend à ce que, par exemple, quelqu'un fasse quelque chose, et ben, on va pas forcément chercher à, provoquer la situation parce qu'on se dit, donc ça va être en fonction des croyances qu'on a, mais on se dit: «C'est à l'autre de faire ça et c'est pas à moi de faire en sorte qu'il le fasse».
Ouais, l'exemple qui me vient, c'est le côté faire le premier pas ou non qu'on peut avoir par rapport à un conflit. Je m'attends à me dire: «Ben non, c'est moi qui ai raison d'une certaine manière avec, mon ego, mais enfin voilà, ma pensée, mes schémas répétitifs, familiaux et cetera passés qui jouent» et où je me dis: «Ben non, c'est pas à moi de faire le premier pas, donc je m'attends à ce que l'autre le fasse et si l'autre le fait pas, bah, du coup, ça me met potentiellement encore plus en colère» et c'est là où on peut parler pour le coup de souffrance dans ce cas. Ouais, tout à fait. Et puis ça peut être aussi, ce dont tu parlais sur, son identité et l'estime de soi, lié à nos croyances de, bah, je suis pas capable aussi de le faire, donc j'attends, que l'autre le fasse pour moi, ou le fasse à ma place. Donc enfin c'est jamais seul, hein. Évidemment les attentes, c'est aussi lié aux croyances, et les 2 ensemble, ça va du coup impacter, nos comportements, notre manière de voir les choses. Mmh. Donc du coup, finalement, c'est on va dire, il y a certaines, attentes qui peuvent être ressources, qui peuvent être positives et qui peuvent, nous pousser vers le haut selon certains projets si elles sont plutôt, réalistes et qu'elles dépendent aussi principalement de nous. Mais, il y a des attentes, pardon, qui vont être plus à l'origine d'une certaine souffrance et c'est peut-être celle-là qu'il faut repérer pour pouvoir en faire le deuil, du coup? Oui, tout à fait, parce qu'en soi, les attentes, enfin, il y a rien de c'est pas problématique en soi parce que comme tu disais, ça peut être quelque chose qui nous pousse aussi, à agir et être notre motivation. Et si je reviens un peu sur l'idée de croyance, si je crois aussi que c'est possible, donc si on parle par exemple au niveau du projet, professionnel, heu, et bien je vais mettre en place des choses pour que ça arrive. Et donc dans ces cas-là, c'est très bénéfique. Mais ça peut aussi avoir du coup cet effet inverse, où, bah, par exemple, si je crois pas en moi, je vais rester dans l'attente, qu'il se passe quelque chose et au final, on peut parfois passer à côté des choses importantes de sa vie, heu, liées à, nos attentes. OK. Du coup, dans le premier, on va dire que la première étape, façon de parler, ce serait déjà de repérer un peu ces choses-là, de faire le point sur justement quelles attentes on peut avoir, si elles sont, légitimes, atteignables, réalistes. Enfin, ça me fait penser un peu aux objectifs SMART, d'une certaine manière, de voir si c'est des choses qui sont possibles, qui sont réalisables. Est-ce qu'on a, les moyens, les compétences, les capacités aussi de pouvoir, atteindre ces attentes? Et est-ce que l'atteinte de ces attentes vont aussi être bénéfiques pour soi-même. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat, et je me dis: «OK, l'attente A, elle est positive, elle est ressource, elle est motrice et c'est cool, ça me donne de l'élan». Par contre, l'attente B, en fait, je me rends compte que, ben, je me fourvoie, en fait, d'une certaine manière depuis X temps et ben, pourquoi je ferais le deuil, en fait, de certaines attentes? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et derrière, comment, ben, je peux m'y prendre d'une certaine manière selon toi? Mmh. Bah, déjà, comme on l'a dit, c'est que ça peut nous faire souffrance, en fait. Parce que c'est comme si on était parfois en lutte contre quelque chose, qui finalement n'arrivera jamais ou n'existera pas, en fait. Et donc on va parfois organiser notre vie en fonction de ces attentes-là. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être notre boussole ou notre guide et si ça n'arrive jamais, eh bien, en fait, on va se dire: «Mais tout ce que j'ai fait avant, ça n'a servi à rien» ou «J'ai perdu tant de temps de ma vie» et puis en plus, c'est quelque chose qui me fait énormément souffrance. Et donc quand on parle de faire le deuil, c'est vraiment sur cette dimension-là, en fait. Et c'est un peu aussi comme, en psychothérapie, on va travailler sur les choses qui nous font souffrance. L'idée, c'est pas forcément de tout changer en nous et d'être, une autre personne, mais c'est vraiment de se concentrer sur les choses qui nous font du mal et c'est sur ça qu'on va, travailler. OK, donc en gros, c'est pour ne plus souffrir et ne plus se faire du mal et au contraire peut-être, remplacer ces attentes que j'ai, détectées et dont j'ai pris conscience qu'elles étaient pas positives en tout cas pour moi, pour mon épanouissement, pour mon évolution et de me dire: «Ben, qu'est-ce que je peux mettre peut-être à la place? Comment je peux soit les remodeler pour que peut-être elles soient positives ou, prendre conscience de». Est-ce que tu as des exemples, d'attentes où pour le coup il faut clairement en faire le deuil, sans les remodeler, sans les remplacer par autre chose ou ben voilà, celles-là, il faut vraiment en faire le deuil, les ranger, ne pas être en résistance, mais au contraire plutôt rentrer en état de résilience.
Ouais, alors là, je pense à la recherche de validation, de ses parents. Je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens et je l'ai aussi vu dans les personnes que j'accompagne. En fait, c'est cette idée de, organiser sa vie. Alors ça peut être à différents degrés, hein, selon les personnes, dans l'objectif, d'obtenir cette validation des parents qu'on n'a jamais eue et dont on a eu besoin d'avoir en tant qu'enfant, adolescent, en grandissant. Et parfois, on peut faire des choix de vie, très importants en fonction de ça et qui ne nous correspondent pas vraiment. Donc par exemple, sur le choix professionnel. Si moi j'ai envie d'être avocat, mais je sais que mes parents n'aiment pas ça et qu'ils vont dénigrer par exemple cette profession, bah, je vais pas aller par là et puis je vais aller vers une profession qu'ils acceptent, comme par exemple être médecin. Et derrière ça, c'est de se dire, bah, si je fais ça, en fait, ils vont me dire qu'ils sont fiers de moi. Je vais voir que bah, j'ai de la valeur à leurs yeux et que je suis quelqu'un qui est digne et qui a de la valeur. Parce qu'on peut aussi rechercher notre valeur dans le regard des autres, surtout de ses parents ou des personnes qui nous ont élevés. Et lorsqu'on rentre dans des choix comme ça, c'est quand même des choix qui sont très importants dans notre vie parce qu'on peut se retrouver à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas et avoir une vie qui finalement ne nous correspond pas. Et juste pour revenir à la question de tout à l'heure, donc il y avait la dimension de souffrance, mais il y a aussi cette dimension-là de se retrouver à vivre une vie qui ne correspond pas, à être une personne qui n'est pas vraiment nous, parce qu'on n'ose pas être qui on est réellement. Donc là, si je reprends l'exemple devant nos parents, parce que on a peur que ils aient une image de nous négative. Donc il y a aussi cette dimension-là en fait de comment je vis ma vie et quelle vie j'ai construit en fonction de mes attentes. Mmh. Ouais, du coup, là, ce serait pour le coup collé aux attentes des autres et notamment, par exemple, là, dans l'exemple que tu as pris, aux attentes de mes parents. Si je reprends l'exemple que tu as donné entre profession médecin, enfin avocat ou médecin, ben, je décide de coller aux attentes de mes parents parce que ça va me forger une certaine identité et que si je réponds à leurs attentes, je m'attends, moi, du coup, à tel comportement de validation, de compliments, de mise en avant. Alors qu'à l'inverse, si je décide d'être médecin, bah, je m'attends à d'autres comportements peut-être de mes parents où je serai pas validée ou pas mis en avant ou peut-être que je serai cassée aussi dans mon projet ou dans mes ambitions. Et ça se raccroche beaucoup de ce fait là, ce que tu me partages, je trouve, à l'identité. Parce que on parle là notamment de projets professionnels, on y passe quand même une bonne partie de notre vie, donc ça définit quand même fortement notre identité. D'ailleurs, généralement, quand on demande à quelqu'un, t'es qui, c'est souvent derrière t'es qui, tu fais quoi, et puis la première chose qu'on donne souvent, c'est notre profession. Donc c'est quand même une forte part de notre identité. Est-ce que le fait que certaines attentes et même beaucoup sont rattachées à notre identité, à notre manière de se construire, à la façon dont on se perçoit et aux retours qu'on va avoir qui vont dire du coup je me perçois bien ou je me perçois moins bien selon les retours des autres. Est-ce que c'est ce qui fait que ça peut être difficile aussi de s'en détacher? Parce que là par exemple on parle par rapport aux parents. Je sais que voilà, pour avoir aussi certaines personnes que je suis qui peuvent avoir ces problématiques, c'est super compliqué pour les gens de se détacher des attentes des parents ou de la société ou d'un groupe d'amis, parce que ça peut aussi être valable, ou d'un conjoint, d'une conjointe, et de se dire ok, en fait je vis pour moi et je m'affirme. Il y a cette notion d'affirmation de soi qui est aussi un peu ta patte, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quand ça touche notre identité, c'est très, très difficile de faire changer ça ou de faire évoluer ça. Parce que ça voudrait dire que c'est comme si tu perds un peu une partie de toi ou une dimension de toi. Et ça, pour les êtres humains, c'est quelque chose qui est difficile à envisager, en fait. Parce que si je perds ça, ça veut dire finalement qui je suis, en fait. Et qu'est-ce qui fait que je suis cette personne-là? Et quand je disais tout à l'heure avec l'exemple, j'ai pris cet exemple-là aussi pour illustrer l'importance que ça peut prendre dans notre vie, nos attentes, c'est de se dire, j'ai passé 20 ans, 30 ans de ma vie
dans ce domaine-là. J'ai fait des études. Tous les jours, je vais au boulot et pour faire un truc qui finalement me correspond pas, mais en même temps, j'ai investi tellement dedans que je peux pas. Enfin, dans ma tête, c'est très difficile de se dire je vais faire le deuil de mon attente, parce que si je fais le deuil dans mon attente, ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant, ça n'a plus de sens en fait, et que j'ai perdu tout mon temps. Bon, d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, de le voir avant et de se connaître. Mais là, on est plus sur l'avant, et qui est très intéressant. Mais alors, du coup, si imaginons les personnes qui nous écoutent peuvent se retrouver peut-être dans cette situation-là et ont encore la possibilité de faire changer des choses, peut-être à 30, 35, 40, 50 ans ou plus. Qu'est-ce qu'elles pourraient utiliser, peut-être quels outils, quels moyens, quelles réflexions t'aurais, toi, de ton côté, peut-être à proposer pour dire OK, je prends conscience de ça, mais au-delà d'en prendre conscience et d'en faire le constat, je mets quelque chose en place, peut-être avec ce constat, pour justement en faire le deuil. Tu parlais de la perte, et c'est ce qui est difficile, hein. C'est pour ça que le deuil est aussi difficile, aussi tabou aussi dans nos sociétés, parce qu'on n'aime pas perdre quelque chose ou quelqu'un. Ça peut se rattacher aussi aux notions d'échec qu'on met pas du tout en avant dans nos sociétés, bien au contraire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui s'entremêlent les uns les autres. Mais est-ce que tu aurais un petit peu des outils ou des pistes de réflexion? Alors, dans un premier temps, surtout là, si on est sur les attentes par rapport aux autres. Ouais. Ce que je dirais, c'est, avant de se dire on va faire le deuil de ça, d'aller communiquer ses attentes à la personne. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que nous, on s'imagine des choses, on espère des choses, sauf que l'autre en face, il n'est pas dans notre tête. Donc, il peut pas forcément deviner. Même si on aimerait qu'il devine, parfois, ça fonctionne pas. Et parfois, on se rend compte que finalement, la personne, elle a juste pas compris, ou elle a juste pas vu ce qu'on attendait d'elle. Alors, je sais que ça peut être difficile d'aller s'exprimer comme ça, surtout que ça, c'est lié plutôt à la vulnérabilité, d'être OK à exprimer ses besoins, ses envies, et du coup, s'ouvrir un petit peu à l'autre. Mais je pense que c'est vraiment une étape à envisager et à faire avant de se dire je fais le deuil de cette attente-là, parce qu'on peut être surpris du retour de la personne en face qui finalement, quand elle conscientise les choses et qu'elle voit oui, en fait, j'avais pas vu ça, je m'en étais pas rendu compte, peut elle aussi changer son comportement et faire évoluer les choses. Et de partir, du coup, quand vous allez communiquer ça, de partir de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Quelles sont vos impressions et quels besoins ? En fait, d'exprimer vraiment vos besoins à la personne en face de vous. Ouais, super intéressant. Ça me fait penser aussi à l'outil de la communication non violente que tu dois certainement, je pense, connaître, et que voilà, on pourra en discuter avec les gens s'il y a des gens qui veulent savoir ce que c'est. Mais je reviens à ce que tu disais. Si je reprends l'exemple par rapport aux parents, imaginons que voilà, j'envisage de faire ces études de médecin pour coller peut-être aux attentes de mes parents, et que au moment où je suis sur Parcoursup, j'écoute cet épisode. Ça peut peut-être être l'occasion, en fait, dans ce que tu nous partages, d'engager une discussion avec les parents et d'exprimer en fait ce que moi je ressens, la manière peut-être dont je perçois les attentes de mes parents qui préféreraient que je fasse médecin plutôt qu'avocat, expliquer peut-être aussi ce qui me motive à aller vers avocat, en quoi avocat ça vibre en moi, et que ça fait appel à mes tripes, et que c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, alors que médecin je le ferais, mais plus pour coller justement à ce qu'ils attendent d'eux. Et peut-être que là je peux aussi me rendre compte, tu m'arrêtes si je me trompe, mais me rendre compte que mes parents, en fait, c'est moi peut-être qui ai interprété certaines attentes, certains comportements, en me disant que si je fais avocat, ils vont se dire que c'est moins bien que de faire médecin, et que peut-être par cette simple discussion, simple avec des grands guillemets parce qu'elle est difficile à avoir, mais simple en finalité, de me rendre compte que non, en fait, je vais remplir Parcoursup et je vais clairement mettre avocat et pas médecin, parce que c'est moi qui ai peut-être mal interprété, mal compris avec mon système de croyances, de valeurs, et avec mes filtres de perception. Il y a ce côté-là ? Oui, tout à fait. Et c'est super important d'en parler aussi, parce que les êtres humains, même si on n'aime pas trop ça, on a aussi beaucoup de biais. Hein. Donc, faut qu'on l'accepte, qu'on se l'avoue. Et parfois, on peut aussi se créer des histoires
dans notre tête. Et tant qu'on n'a pas eu ces conversations-là avec les personnes, on pourra pas savoir si ce qu'on pense réellement, est-ce que c'est quelque chose qu'on a entre guillemets inventé, ou c'est des signes qu'on a interprétés mais finalement c'était pas comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un fondement derrière et ce qu'on s'imagine est réel. D'autant plus que là, si on est par exemple sur la validation de ses parents, la recherche de validation de ses parents, il faut aussi savoir que chaque personne peut exprimer différemment son amour ou montrer différemment en fait qu'on est fier d'elle. Et si on a une manière différente de le faire, eh bien on peut parfois ne pas percevoir quand l'autre en face de nous le montre. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi important d'exprimer ses besoins, parce que comme ça, l'autre va se rendre compte que peut-être qu'il y a eu un message qui n'a pas été bien passé à ce moment-là. Ouais, carrément. C'est toute l'importance en fait de la communication là dans ce qui se dessine, et c'est beaucoup le cas aussi dans les conflits. Souvent c'est des incompréhensions, c'est parce qu'on va pas utiliser les mêmes mots, ou derrière le même mot, on va pas mettre la même intention, la même connotation, la même force, et que si souvent on amène la discussion. C'est pour ça que je parlais de la communication non violente, parce que c'est un bel outil pour justement apaiser et entendre les deux parties, plusieurs parties s'il y en a plusieurs, mais d'avoir ce côté assez neutre, assez doux, assez serein pour résoudre un conflit ou une discussion où on n'est pas d'accord, où on ne se comprend pas en fait. Mais pour te rejoindre là-dessus, en psychothérapie, du coup, nous on parle plus de l'affirmation de soi, et dans l'affirmation de soi, il y a c'est un petit peu différent, mais il y a des similarités avec la communication non violente sur la manière dont on va exprimer les choses. Et ce qu'on disait là tout de suite, ça fait aussi partie de l'affirmation de soi. Carrément. D'exprimer ses besoins aux autres et de pouvoir communiquer de manière respectueuse. Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est je prends en compte les besoins de l'autre et je prends en compte mes besoins. C'est ça. Et on va essayer de trouver entre nous un terrain d'entente. Et le mot est très bon. C'est pour moi, l'affirmation de soi, c'est aussi se respecter en fait. C'est certes respecter l'autre, mais c'est aussi se respecter dans notre essence, dans les attentes qu'on a envie d'avoir envers soi, dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui, si je reprends l'exemple du métier, oui, moi, ce qui me fait vibrer au fond de moi, et si je me respecte, je vais plus vers avocat plutôt que vers médecin. Et donc du coup, c'est de se respecter, c'est de s'affirmer, c'est de reprendre ce pouvoir personnel qui n'est pas une emprise sur l'autre, mais qui est juste un alignement finalement avec moi-même. Donc ça, c'était plus, on va dire, sur les attentes par rapport aux attentes des autres. Est-ce que tu aurais un outil, une réflexion, un moyen par rapport aux attentes qu'on a de soi à soi, même si elles sont toujours influencées justement par l'environnement et la société, mais comment je peux peut-être les repérer, en prendre conscience, les libérer justement et en faire le deuil? Quel serait ton avis là-dessus? Ouais, alors déjà, tu l'as exprimé. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Parce que si on n'a pas conscience, c'est difficile de faire évoluer des choses, sachant que les attentes, elles peuvent être aussi inconscientes. C'est-à-dire que c'est des choses que parfois, on ne s'en rend pas compte, ou on peut faire des choses, mais on ne sait pas forcément pourquoi, ou alors on pense qu'on les fait pour une autre raison. Et c'est pour ça que, du coup, dans les accompagnements, moi, ce que je propose toujours, c'est d'aller creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on part du comportement et de l'émotion. Et donc, je pose souvent cette question un peu du pourquoi, qui parfois peut être un petit peu titilleuse, d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Et qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter? Qu'est-ce que j'attends que ça m'apporte? Donc ça, c'est pour le côté conscientiser des choses. Donc si par exemple on continue sur la profession, c'est essayer de voir pourquoi est-ce que je fais ça en fait. Est-ce que c'est réellement pour moi ou c'est pour mes parents? Ouais, c'est lever un certain voile en fait. Mmh. Porter une autre paire de lunettes, C'est la ça, bonne paire de lunettes adaptée à notre vue et à ce qui est réellement bon pour nous, quoi. exactement. Donc ça, c'est sur la dimension conscientisation. Après, une fois qu'on comprend ce qu'il y a derrière nos comportements et quelles sont les attentes qu'on a construites par rapport à ça,
ça va être de déterminer, est-ce que ces attentes, elles sont, réalisables, réalistes? Ou est-ce que, finalement, c'est pas possible en fait, ça pourra pas se passer? Et alors là, parce que parfois on peut aussi sous-estimer, la réalisation de nos attentes. Si on reprend, l'idée du projet professionnel et vers quoi je tends, parfois on s'en croit pas capable et du coup on va pas le faire. Alors que pourtant, si on avait donc là c'est sur l'estime de soi finalement, l'estime de soi, la confiance en soi, si on avait, plus confiance en soi, on se dirait que c'est possible de faire. Et je disais tout à l'heure, il y a des biais de l'être humain, donc c'est très complexe, hein, forcément, il y a jamais de réponse toute faite et de solution miracle, mais de prendre aussi conscience que, eh bien, parfois, ce qu'on pense pas réalisable, ça peut l'être. Et dans ces cas-là, on peut en discuter, peut-être avec des proches autour de nous, d'expliquer voilà quelles sont vos attentes et puis de chercher d'autres perspectives. On parlait de changer de lunettes, mais parfois on a du mal à se juger soi-même justement, dans le sens où on va soit c'est souvent dans ce sens-là, on va plus se dénigrer ou se dévaloriser, et donc aller changer de perspective, voir un peu ce que pourraient dire les autres, donc que ce soit des personnes proches auxquelles vous avez confiance, ça peut aussi vous aider à changer votre manière de voir les choses. Et une autre chose aussi, ça va être de vous-même vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est imaginez que c'est un ou une amie qui vous apporte ça, et qu'est-ce que vous lui direz? Donc ça, c'est des outils qui sont très utilisés et à tester du coup pour chacun, à voir si ça peut fonctionner pour vous. À savoir que c'est pareil, il y a des outils qui peuvent fonctionner pour des personnes et pas pour d'autres. Donc faut tester et voir ce qui vous convient. Ouais, bien sûr. Du coup, ouais, il y a ce côté où l'autre nous donne un écho, une résonance, un effet miroir. Ça m'a fait penser aussi aux fenêtres de Johari, alors qu'il faut faire avec des personnes bienveillantes parce que justement, là, comme tu le disais, on s'adresse à l'autre. Si vous allez vous adresser à celui qui vous déteste, Mmh. vous pouvez être sûr qu'il va être encore Oui. plus harde que vous envers vous-même. Donc, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de prendre des personnes en qui vous avez confiance et qui vont réussir à être honnêtes dans les 2 sens. C'est-à-dire autant sur vos qualités, si on prend ce côté un peu binaire, mais autant sur vos qualités que sur vos défauts, que je préfère appeler des points d'amélioration plutôt que des défauts, parce que je trouve ça très figé, très pas cool. Mais l'autre, ouais, peut être du coup un miroir, pas un moyen, mais c'est pas le bon terme, un écho qui peut nous permettre en fait de refléter aussi ces attentes. Et dans ce que tu disais, est-ce qu'il y a la notion un peu aussi de contrôle, de ce que je peux contrôler, de ce que je peux pas contrôler par rapport à mes attentes, hein, qui encore une fois sont influencées par ce qu'il y a autour de moi, mais les attentes que j'ai de moi-même envers moi-même? Oui, en fait, après, ça revient donc si on reprend l'idée de, OK, j'ai mes attentes, je les ai identifiées. Qu'est-ce que je pense être réalisable ou pas? On va dire que «objectivement» entre guillemets, parce que c'est pas vraiment objectif, mais j'ai défini objectivement, ce qui est réalisable ou pas. Et à partir de là, les choses qui sont non réalisables, qui ont été définies, pas possibles, ça va être d'accepter finalement que, ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très difficile, c'est la notion d'accepter la réalité. Alors juste pour faire, une petite distinction, parfois quand on dit accepter la réalité, ça peut faire penser, on se laisse faire, on est un peu soumis dans une attitude passive. Là, c'est pas, du tout l'idée. En fait, ça va être d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, on revient sur la notion de contrôle, donc de définir, qu'est-ce que, toi tu peux contrôler et qu'est-ce que tu peux pas contrôler par rapport, à la situation ou, à l'attente que tu as. Et souvent, donc quand je fais aussi, ces exercices-là, dans les accompagnements, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que du coup, les choses qu'on peut pas contrôler, ça va être lié à l'extérieur, aux autres êtres humains, à des événements, qui relèvent pas de notre sort, et ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui va être lié à nous, finalement.
Donc par exemple, si on reprend l'idée de la validation des parents, je peux pas contrôler en fait le comportement de mes parents. Je peux pas les forcer à me dire des choses que j'attends qu'ils me disent. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est moi, comment déjà je gère cette situation-là et comment je vois les choses. Et donc là, on peut retrouver l'idée de faire le deuil de la validation de ses parents lorsque on se dit que là, ça y est, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, je leur ai parlé, je leur ai dit ce que je ressentais, je leur ai exprimé mes besoins, il n'y a rien qu'à changer. Et bien là, on va aller vers accepter que ça va pas changer, accepter que c'est comme ça, que c'est un fait. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Donc, il y a la dimension, je vais faire le deuil de mes attentes. Et puis, il y a aussi l'idée de, est-ce que cette réalité-là, auquel j'ai pas de contrôle dessus, est-ce qu'elle me fait trop souffrance pour que je reste comme ça? Et j'explique. L'idée, c'est que ici, c'est d'essayer de déterminer quelles sont vos limites par rapport à ça. Si vous vous dites, en fait, c'est trop compliqué pour moi de rester physiquement proche de mes parents parce que à chaque fois que j'y vais, c'est du dénigrement ou c'est toujours des petits pics. Est-ce que ça, je vais me dire, c'est trop pour moi. Je peux pas continuer là-dedans. Et du coup, dans ces cas-là, ça va engendrer l'action de je vais passer moins de temps avec mes parents. Donc là, c'est en fonction des personnes, en fonction des situations. C'est chacun qui juge en fonction de sa situation personnelle. Donc là, est-ce que je décide du coup de me dire c'est trop dur pour moi, cette attente constante de validation, je sais que ça n'arrivera jamais et c'est quelque chose de trop douloureux, donc on va s'éloigner physiquement. Ou est-ce que je me dis ok, c'est difficile, mais c'est trop important pour moi, la famille, je veux quand même être présent, être là. Et donc là, c'est le travail sur le deuil qui peut être aussi fait dans l'autre situation. Et l'autre situation peut être aussi une transition en attendant que je me sente OK avec ça. Mais à nouveau, c'est vraiment propre à chacun, en fonction de vous, de votre histoire de vie. Mmh. Il y a ce terme de l'acceptation que je trouve super important et que tu as dit plusieurs fois, hein, justement, cette notion d'accepter la réalité, c'est pas juste de se laisser faire, c'est aussi de la voir telle qu'elle est. Et si on prend l'exemple d'un décès, on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. On peut avoir envie de remuer ciel et terre, heu, qu'importe ce qu'on a envie de faire, en tout cas à l'heure actuelle où on se parle, il n'est pas possible de ramener une personne à la vie. Et c'est de pouvoir aussi accepter cette chose-là avec toute la souffrance et la difficulté qu'il y a autour, la tristesse, l'injustice, l'impuissance. Encore une fois, cette palette d'émotions, pour reprendre ce que tu disais, elle est propre aussi à chacun, à la situation personnelle de chacun, aux circonstances du décès, si je prends cet exemple-là. Mais ça va être justement ensuite, comme tu l'as dit, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je contrôle là-dedans? Et comment je peux venir prendre conscience de ma souffrance et réussir à l'apaiser, à la libérer et à en faire aussi le deuil. Et là, encore une fois, c'est propre à chacun et j'aime beaucoup le fait que tu aies rappelé ça parce que c'est vraiment une notion qui est importante pour moi, c'est que le deuil, c'est un processus qui est vraiment intime, qui est personnel, qui est individuel. Je pense qu'il existe autant de deuils qu'il existe d'êtres humains d'une certaine manière, même si on peut en trouver des grandes lignes, des grandes directives. Il n'y a pas de mode d'emploi très rigide où ça se passe de telle manière. C'est vraiment propre à chacun et en fait, je trouve que ça boucle avec ce qu'on disait à certains moments durant cet épisode, c'est aussi de s'écouter en fait. J'ai l'impression que parfois sur certaines attentes, plutôt que de changer des attentes qui seraient pas bonnes pour nous, serait peut-être changer la manière dont on les voit ou la manière dont on les réalise. Est-ce que ça a du sens ça pour toi ou pas du tout? Oui, tout à fait. C'est une question de perspective aussi que l'on retrouve dans le fait d'accepter la réalité, que les choses sont telles qu'elles sont. Et puis il y a la notion aussi de besoin. Alors on en a un petit peu parlé du coup durant l'épisode. Là-dessus, je voulais préciser en fait que si on a ces attentes-là, c'est aussi parce que on a des besoins qui peuvent ne pas avoir été comblés.
Ce qui fait que en grandissant, on a un petit peu ce manque et ce vide qu'une fois adulte, on est toujours à la recherche. Et lorsqu'on se dit que, eh bien, ce besoin-là, il ne pourra jamais être comblé de cette manière-là, c'est de trouver d'autres manières de combler ce besoin. C'est un petit peu comme quand vous avez des comportements que vous trouvez un petit peu problématiques, mais vous n'arrivez pas à les arrêter, comme par exemple, je sais pas, grignoter entre les repas, parce qu'en fait, finalement, s'ils sont là, c'est qu'ils vous apportent quelque chose. Et donc, essayez de comprendre, ok, qu'est-ce que ça vous apporte, quel est le besoin derrière, et comment est-ce que je peux le combler différemment. C'est super intéressant et j'aime beaucoup cette notion de besoin. Bon, moi, le premier exemple qui m'est venu, c'est le côté cigarette. Parce qu'en même temps que j'enregistre cet épisode, j'essaye d'arrêter de fumer, même si je suis petite fumeuse. Mais justement, il y a des besoins, en fait, qui sont derrière et c'est exactement ça. C'est que, il y a tous les chemins mènent à Rome. C'est un peu de la même manière. C'est tous les chemins peuvent mener à la satisfaction de nos besoins, mais ils sont tous différents. Et moi, le besoin qui est comblé par la cigarette, il peut être comblé par autre chose. Mais ça demande déjà de l'identifier comme tu l'as dit, de l'identifier, d'en prendre conscience, d'avoir un peu ce côté de distanciation. Tu disais tout à l'heure, imaginez que c'est votre meilleur ami ou votre frère, votre sœur, qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous auriez certainement un autre discours si vous imaginez que c'est vous-même. C'est de la même manière de se distancer un peu de sa propre situation, de son propre prisme, pour voir ce prisme dans tous les prismes qui sont autour, puisque comme on le dit depuis tout à l'heure, tout ça est vraiment influencé par l'environnement, par la société, par notre culture locale, notre culture aussi familiale, notre éducation. Donc c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semblait important de rajouter justement sur cette large et grande notion de faire le deuil de ses attentes, de retirer aussi parfois certains masques? Il y a ces notions, encore une fois, d'affirmation, de connaissance de soi, d'authenticité, de vulnérabilité qui sont sous-jacentes et dont on pourrait parler pendant des heures. Ouais, alors juste pour finir un peu sur ce qu'on disait tout de suite, parce que je pense que j'ai envie de laisser les personnes avec un peu des outils ou des choses qui peuvent aussi faire par rapport à cette notion de besoin. Parce que c'est bien d'identifier qu'on a un besoin et de se dire qu'il ne pourra jamais être satisfait. J'ai pas envie de laisser les gens comme ça. Du coup, juste pour compléter sur cette partie-là, ce que vous pouvez faire, donc déjà, on identifie le besoin. Qu'est-ce qui vous manque? Et souvent, si je reprends l'exemple que j'ai donné sur la validation des parents, ça va être souvent lié à l'estime de soi et la valeur qu'on s'accorde aussi. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier les choses que vous aimeriez entendre de la part de vos parents. Alors ça peut être aussi assez général. Ça peut être, vous pouvez réappliquer ça dans d'autres dimensions, dans d'autres exemples de votre vie. Notez des phrases comme ça. Et alors deux choses, soit vous pouvez vous les dire à vous-même, c'est-à-dire que au lieu d'attendre que les autres me disent quelque chose, je vais le me dire à moi-même. Soit aussi, vous pouvez demander à vos proches de vous prononcer ces phrases-là. Donc si on reprend l'exemple, on va dire, on attend de nos parents qu'ils nous disent qu'ils sont fiers de nous. On a acté, on sait que ça n'arrivera jamais. Donc demandez à vos proches de vous dire ces phrases-là. Et ça, c'est des choses que je fais aussi dans les accompagnements. Donc quand c'est individuel, c'est moi qui le fais. C'est aussi dans les psychothérapies. Quand on dit que le thérapeute va faire des processus de reparentage, c'est en fait ce processus de dire les choses que la personne a manqué de la part de ses parents. Et quand on est en collectif, quand c'est des coachings en collectif, ça va être chaque personne va dire une phrase à quelqu'un d'autre. Évidemment, il faut que ce soit quelque chose de sincère. Hein. L'idée, c'est pas juste je te dis la phrase parce que tu me le demandes, hein, forcément. Et je pense que si c'est vos proches, ils sont fiers de vous. Donc c'est des choses qui sont assez sincères. Alors ça peut être un peu dit comme ça, peut-être que les personnes qui écoutent vont se dire ouais mais non c'est un peu bête, parce que si c'est pas mes parents qui me le disent, en fait ça sert à rien.
essayez quand même parce que vous allez peut-être être surpris de l'impact que ça peut avoir d'entendre ces phrases-là. Et je vous dis ça par expérience, hein, ça sort pas de nulle part. Et pour que ce soit encore plus fort, essayez de mettre... Enfin, c'est pas juste je dis la phrase comme ça, c'est ok, je regarde la personne dans les yeux, je peux faire un contact physique qui va du coup permettre de rendre la chose plus sincère et plus forte. Et ça peut être aussi des moments spontanés. Et ça, c'est encore mieux. Donc, de prévenir, de dire à vos proches, voilà. Donc là, on revient sur l'idée de l'affirmation de soi, vulnérabilité, de s'ouvrir aux autres. J'ai cette insécurité-là qui est liée au fait que j'ai manqué de ça. Et j'aurais besoin de toi pour m'aider à la fois à faire le deuil de mes attentes par rapport à ça, et pour moi, me sentir mieux et remonter aussi mon estime de moi. Et donc de dire à ces personnes-là quelles sont les phrases que vous aimeriez entendre et qu'ils gardent ça en tête et qu'ils puissent, soit vous dites on le fait à un moment donné, ou soit qu'ils gardent en tête et spontanément comme ça, dans des moments qu'ils vous disent ces phrases-là. Et ce qui demande aussi de s'ouvrir, en fait. Il y a cette notion-là. Parfois, on n'ose pas. On n'ose pas dire ces choses, on n'ose pas demander aussi, on n'ose pas demander de l'aide, par exemple. Et par exemple, enfin, pareil, c'est d'expérience, mais quand on le fait, on ne s'attend pas, justement, pour reprendre le côté attente, on ne s'attend pas à ces réponses-là, on ne s'attend pas à cet écho. Et oui, en effet, ça fait du bien. Et c'est pas se faire caresser dans le sens du poil, comme on pourrait le voir ou comme on pourrait le dire, mais c'est justement avoir un peu ce côté d'ego boost, mais dans le bon sens de l'ego, pas l'ego qui va nous bouffer, mais celui qui va justement, qui est en lien avec l'affirmation et avec l'estime de soi. Je te remercie pour cet outil et cette précision supplémentaire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore à cœur de partager? Je voudrais juste dire que c'est ok d'avoir ces attentes-là et que ne vous culpabilisez pas si vous les avez et si vous avez ces envies de choses qui ne se réaliseront jamais, parce que ça fait aussi partie de ça, d'accepter la réalité, c'est d'être ok aussi avec ses propres émotions, ses propres attentes, et d'aller creuser tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en vous, et pour pouvoir ensuite apaiser vos souffrances aussi, et vraiment d'essayer, là, les outils un peu qu'on vous a donnés, juste lancez-vous, essayez, voyez ce que ça donne pour vous. Et si jamais ça a pu vous aider, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi à Charlène sur Insta ou par mail. Ça, ce serait... Enfin, moi, j'aime bien aussi avoir des retours des personnes pour voir ce qui a pu fonctionner pour elles. Super, je te remercie beaucoup, Laure. De la même manière, tes liens seront en description. Tu peux déjà nous dire, si tu veux, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si ce sera dans le lien de l'épisode. Oui, tout à fait. Alors, je suis essentiellement sur Instagram, sur le compte Psyment de ta vie, où je partage beaucoup de choses sur la psychologie et la psychologie de tous les jours. Là, on parle pas de tout ce qui est diagnostic, maladie, tout ça. C'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer, vous, dans votre vie, pour mieux vous connaître et pour faire évoluer les choses que vous avez envie de faire évoluer. Super. Je te remercie beaucoup pour cet épisode, pour ces instants de partage ensemble. Et puis, dans tous les cas, je sais que nous, on restera en contact. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Charlotte, pour cette invitation. Et puis, au plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description.
Je vous souhaite une magnifique semaine.